Bonjour, bonjour et bienvenue à tous à la réunion publique consacrée au PPRI de la commune de Simiane-Colombes. Je vous rappelle que le PPRI, c'est le plan de prévention du risque inondation de cette commune. Nous allons être ensemble pendant une heure et demie, en tout cas le temps qu'il faudra pour pouvoir d'une part vous présenter ce PPRI et d'autre part répondre à vos questions que vous allez nous poser tout au long de la réunion. Cette réunion se déroulera donc en deux temps. Un premier temps qui va durer peut-être une trentaine, une quarantaine de minutes, durant lequel deux intervenants de la direction départementale des territoires et de la mer nous présenteront le plan de prévention. Et puis un deuxième temps durant lequel on répondra aux questions que vous nous aurez posées tout au long de l'émission. Alors pour nous poser les questions, vous aurez deux canaux. Le premier canal, c'est le chat qui se trouve juste à la droite de la vidéo sur votre écran. Pour les personnes qui regarderaient la vidéo depuis un téléphone mobile, on ne voit pas toujours le chat, auquel cas vous pourrez nous envoyer des messages via des SMS. Et les SMS, le numéro, donc bien sûr c'est le coût d'un appel local. Et le numéro de téléphone du SMS, c'est le 06 17 13 13 00, je répète, 06 17 13 13 00. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions dès le début de la réunion, en tout cas dès que vous en éprouverez le besoin. Toutes ces questions, moi je vais les récupérer et puis je les transmettrai à nos intervenants en deuxième partie de réunion et on pourra comme ça répondre de façon individuelle à toutes vos préoccupations. Voilà. Je vous remercie déjà pour votre présence, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à Julien Langumier de la DDTM et je vous dis, moi, à tout à l'heure. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver dans ce format qui est peut-être atypique et qui tient lieu ce soir de réunion publique. Réunion publique, vous l'imaginez bien qu'on ne peut pas tenir en présentiel dans une salle comme on procède d'habitude. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui présents sur ce streaming de manière dématérialisée, de manière distancielle. Au préalable, je tiens à excuser évidemment la présence de Monsieur le maire qui, en temps ordinaire, lors d'une réunion publique, par respect du protocole, serait à notre côté pour ouvrir cette réunion. Les conditions de cette projection, cette diffusion par vidéo sur Internet ne nous permet pas de respecter pleinement le protocole. Mais je tiens à remercier aussi la commune pour les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec elle en amont de cette phase de concertation publique sur ce plan de prévention des risques inondations et l'accueil qu'elle était prête à nous réserver dans le cadre de la tenue d'une réunion publique. On y reviendra. On tiendra sans doute des permanences aussi en commune. Je tiens à la remercier tout particulièrement en introduction. Je voudrais aussi en introduction rappeler peut-être les objectifs de la concertation publique sur ce plan de prévention des risques inondations qui, je le rappelle, est un document qui est élaboré par les services de l'État sous l'autorité du préfet. On y reviendra. Ce soir, quels sont nos objectifs? Que souhaite-t-on faire avec vous grâce à votre participation? Tout d'abord, et ça va être la première partie de la réunion sur un format d'une trentaine de minutes, cela a été dit, essayez de vous présenter ce plan de prévention des risques qui a certes une dimension technique mais qu'on va essayer de vulgariser et de rendre le plus accessible possible. Donc on va revenir sur ce qu'on appelle l'ALEA. Pour dire les choses simplement, ça correspond à la carte de la zone inondable. On reviendra aussi sur le zonage réglementaire sur lequel s'appuie ce plan de prévention des risques et sur le règlement, c'est-à-dire les conséquences concrètes pour vous que représente un tel plan de prévention. Après cette phase de présentation, et on essaiera d'être le plus accessible et de vulgariser le plus notre propos, nous voulons ouvrir avec vous un temps d'échange qui se fera ce soir, mais qui se fera aussi au-delà de cette dématérialisée pendant 2 mois, qui correspond au temps de la concertation qu'on ouvre. Vous pourrez poser des questions en direct ce soir, mais vous pourrez bien sûr nous adresser des observations, des remarques, des questions par mail pendant les 2 mois qui suivent à compter d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, cette démarche de concertation, elle nous permet finalement de préparer l'enquête publique, de finaliser ce dossier de plan de prévention des risques en fonction de vos remarques, de vos observations, car je le rappelle, un commissaire enquêteur viendra sur l'automne prochain en commune, je pense de manière présentielle, recueillir aussi vos observations. Il ne s'agit pas pour nous de laisser le commissaire enquêteur
être la première personne extérieure présenter le document, mais bien pour nous qui sommes la maîtrise d'ouvrage de ce plan de prévention, pouvoir aussi vous rencontrer et vous présenter ce PPRI. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je fais un dernier point un petit peu préalable pour expliquer finalement pourquoi on élabore des plans de prévention des risques, et je reviendrai sur les principaux textes de loi qui ont fondé et défini cet outil. Tout d'abord, ce que je tiens à rappeler, c'est que ce plan de prévention des risques inondations a été introduit par des lois successives en 1982 et une loi en 1995 portant sur l'environnement. Et ces lois prévoyaient en réalité deux choses, comme les deux pendants d'un système complet. Le premier élément était un système d'indemnisation solidaire face aux catastrophes naturelles majeures, c'est-à-dire un dispositif qui est relativement généreux et qui permet, dans le cas d'un événement exceptionnel, d'apporter une indemnisation assurantielle complète et rapide. Pour ce faire, en fait, la loi de 1982 a créé un fonds commun, un fonds solidaire, qui permet aux compagnies d'assurance de financer les indemnisations pour les catastrophes naturelles majeures. On le comprend bien, si on dotait la France d'un système d'indemnisation solidaire sans en même temps essayer de limiter l'augmentation des dommages potentiels après des catastrophes telles que des inondations, des mouvements de terrain, on aurait du mal à tenir, à respecter l'équilibre de ce système économique, de ce système financier. Et c'est pourquoi, en contrepartie de ce système d'indemnisation solidaire, il a été demandé aux services de l'État d'élaborer des plans de prévention des risques inondations qui ont deux grands objectifs. D'une part, assurer la sécurité des personnes qui vivent et qui habitent sur ces territoires à risque, mais également de limiter les dommages matériels qui font l'objet d'indemnisation pour garantir la soutenabilité, la durabilité de ce système d'indemnisation solidaire. C'est pour ça que sur cette diapositive, nous présentons cette forme de poignée de main, qui est une forme de donnant-donnant, entre d'une part le système d'indemnisation solidaire, qui certes est présent et est actif depuis 1982, mais qui voit en contrepartie l'élaboration de plans de prévention des risques, qui parfois amènent certaines contraintes sur le territoire pour limiter le développement de constructions, notamment dans les zones les plus exposées ou dans les zones inondables qui ne sont pas encore urbanisées. Ceci étant rappelé, ces grands principes, on va venir les décliner dans une démarche, dans une méthodologie qui jalonne le plan de prévention des risques. Et je rappelle au préalable que ce plan a été conduit par les services de l'État, c'est ce que prévoit le Code de l'environnement, et je le disais tout à l'heure en introduction, mais il est fait également évidemment en association étroite avec les collectivités, car vous imaginez bien que définir un zonage réglementaire et un règlement associé, c'est potentiellement venir compléter, voire parfois contraindre un petit peu le document de planification qui reste de la compétence de la collectivité. C'est pourquoi nous avons pris le temps d'échanger avec la commune, avec la métropole, pour que ces derniers puissent examiner ce projet de plan de prévention des risques inondations et nous apporter d'ores et déjà un certain nombre d'observations que nous avons pu en partie intégrer, et on y reviendra un peu plus dans le détail ensuite. Le PPRI sera ensuite approuvé par Monsieur le Préfet, et je le rappelle, il se compose, pour être très concret, d'un rapport de présentation qui est une pièce d'information, de pédagogie, d'une part, mais qui n'est pas une pièce opposable, et ensuite d'un zonage et d'un règlement qui sont véritablement les deux pièces opposables pour les autorisations d'urbanisme du plan de prévention des risques inondations. Alors, cette introduction étant faite, on va maintenant rentrer vraiment dans la fabrication du plan de prévention des risques inondations pour vous expliquer comment on a procédé, quelles données techniques on a utilisées, quelles connaissances du risque inondation on a mobilisées et quel est finalement l'impact de ce plan de prévention pour vous dans des projets de construction ou par rapport à des biens existants sur le territoire. On a procédé globalement en 4 étapes. La première, je reviens sur ce terme, définition des aléas, a porté sur la connaissance du risque inondation. On a cherché à définir une enveloppe du risque inondation, c'est-à-dire une enveloppe de la zone inondable, et dans cette enveloppe de qualifier la nature de l'inondation à travers notamment les hauteurs d'eau et la vitesse de l'eau.
On s'est ensuite intéressé à l'occupation des sols, car les principes de prévention nous demandent d'avoir une approche spécifique et différenciée selon l'occupation des sols. Nous n'avons pas la même réponse sur une zone agricole ou naturelle, qui serait en zone inondable, que sur une zone qui est déjà urbanisée. Donc voilà pourquoi nous sommes appuyés sur une cartographie des enjeux qui correspond en fait à l'occupation du sol aujourd'hui, en état actuel. Et puis, pour définir le zonage réglementaire, nous croisons cette carte des aléas avec cette carte des enjeux en respectant certains principes de prévention sur lesquels nous allons revenir. Et enfin, dernier point de notre présentation, nous reviendrons sur rapidement le règlement, c'est-à-dire les règles un peu précises qui sont associées à chaque type de zonage et qui vous concernent, que vous portiez un projet de construction neuve, d'extension de votre habitation, de changement de destination d'une partie de votre bâtiment. Vous serez concerné évidemment par le règlement. Le règlement interpelle également les constructions existantes dans la mesure où il demande de mettre en place des mesures pour réduire la vulnérabilité des bâtiments déjà présents sur le territoire. Je vais passer maintenant la parole à Clément Gastaud qui va revenir sur les 3 premières étapes et je reprendrai la parole pour vous proposer une synthèse du règlement avant d'ouvrir le temps des questions. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter les aspects un peu plus techniques de la fabrique de ce plan de prévention des risques d'inondation à travers les 4 étapes qui viennent de vous être détaillées par Julien Langumier. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions par le chat ou par le numéro de téléphone, par SMS si vous n'avez pas accès au chat. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, c'est le 06 17 13 13 00, 06 17 13 13 00, puisque évidemment il va y avoir quelques termes techniques, j'espère les moins nombreux possibles, mais si jamais il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous et vous avez besoin de précision, n'hésitez vraiment pas à le formuler sur le chat ou par SMS, afin qu'on puisse vous apporter toutes les explications qui soient nécessaires. Donc la première des étapes qui est nécessaire pour élaborer ce plan de prévention des risques d'inondation, c'est de disposer d'une connaissance de l'étendue des zones inondables et de leurs caractéristiques. C'est ce qu'on appelle la définition de l'aléa inondation. Donc cette définition de l'aléa inondation, elle repose sur une étude hydraulique qui a été menée par un bureau d'études spécialisé, qui est le cabinet Ingérop, et qui a été réalisée sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat de rivière, le SABA, qui est une émanation des collectivités locales. Donc principalement des travaux qui sont menés de 2012 à 2014, qui ont ensuite été complétés par une étude toujours réalisée par Ingérop sous la maîtrise d'ouvrage de la DDTM des Bouches-du-Rhône et qui a donné lieu à un partage auprès du public sous forme de carte d'aléas. Et on va y revenir avec le porté à connaissance du 6 octobre 2017. Donc, en quoi consiste cette étude hydraulique? Cette étude hydraulique, c'est une analyse de la topographie, c'est-à-dire de la morphologie du territoire, qui a été extrêmement précise, avec des levées topographiques de précision de terrain réalisées au niveau des singularités, du lit mineur, du cours d'eau, et également une campagne aéroportée qui a été faite par ce qu'on appelle un LIDAR, c'est-à-dire par radar depuis des moyens aériens, afin d'avoir une connaissance la plus précise possible de la topographie du terrain. Ça, c'est le premier point, c'est la connaissance du terrain. Le deuxième point, c'est la connaissance du phénomène de crue qui va conduire au débordement des cours d'eau sur la commune de Simiane-Collongue. Et donc là, cette caractérisation se fait pour ce qu'on appelle la crue de référence. Alors qu'est-ce que c'est la crue de référence? C'est l'événement qui est défini, ça c'est la réglementation qui le dit, comme la plus forte crue connue, ou si cette crue est plus faible qu'une crue centenale, cette dernière. Donc en l'occurrence, pour la commune de Simiane-Collongue, mais comme pour ces communes voisines de Cabriès et de Bouc-Bel-Air, la crue de référence, c'est l'événement le plus fort connu, qui est l'événement de septembre 1993. Et donc c'est cet événement qui a fait l'objet d'une étude sur la base de la pluie de septembre 1993, qui a été enregistrée, qui est donc une pluie effectivement observée, qui a fait l'objet d'une modélisation hydraulique par des moyens informatiques. Alors, pour être plus concret et sans plus attendre, ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder des images d'archives issues des journaux télévisés de septembre 1993 sur ce qui s'est produit sur le territoire de la commune à travers une série de 3 reportages extraits des journaux télévisés de septembre 1993.
Hier soir, il y a eu de gros orages dans les Bouches-du-Rhône, notamment. La sécurité civile a dû intervenir plus de 500 fois dans la nuit. Des routes ont été coupées, des voitures emportées et une personne âgée a été retrouvée morte dans sa maison, frappée par la foudre. Marseille, Alex Panzani et Jean-François Bramard. Le déluge à Simiane. Il est environ 19h et comme le montre ce document amateur, la rue centrale de ce village de la campagne aixoise, situé non loin de Gardanne, s'est transformée en un irrésistible torrent d'eau et de boue qui emporte tout sur son passage et empile les voitures comme un vulgaire jeu de quilles. Ce matin, il ne restait que des dégâts considérables dans cette localité et les villages avoisinants n'ont pas été épargnés. Fort heureusement, personne n'a été emporté par les eaux, mais une octogénaire est morte dans cette maison où la foudre s'est abattue, provoquant un incendie rapidement maîtrisé par les pompiers. Mais la propriétaire des lieux, choquée, a succombé à un arrêt cardiaque. On était parti des Alpes chez ma fille et mon frère m'a téléphoné qu'il y avait le feu à la maison et que la mémé ça allait pas. Voilà. Peur, non, on n'a pas le temps. Dire qu'on a peur, la seule chose que j'ai regardé, c'est qu'il n'y avait personne, parce que là, c'était un courant d'eau. Que personne ne tente de faire quelque chose sur ces voitures, j'ai dit laissez. Mais c'était un torrent de boue. Après, tout d'un coup, on a entendu rouler les pierres, il roulait des grosses caillasses. À l'origine de ce déluge, une onde thermique qui a balayé le midi de la France, des Pyrénées au delta du Rhône, surprenant tout le monde, y compris la météo. Des trompes d'eau se sont abattues 2 heures durant sur le pourtour de l'étang de Berre, la campagne aixoise et les quartiers nord de Marseille. Marignane et ses environs ont été sévèrement touchés. Les cours d'eau sont sortis de leur lit et les services de secours ont dû multiplier les interventions. Ils sont introduits chez moi, ils ont évacué mes petits, ma femme. Voilà, maintenant, ils ont fait le plus gros. Je crois qu'en rapport au temps, j'espère que tout va se calmer. C'est arrivé comme une vague, exactement comme une marée. Et puis petit à petit, ça nous a envahi en, je sais pas moi, à l'espace de 2-3 minutes. À certains endroits, il est tombé jusqu'à 140 mm d'eau, mais fort heureusement, le phénomène a duré moins de 2 heures, ce qui explique aussi la rapidité de la décrue. C'est un véritable déluge qui s'est abattu hier en début de soirée sur la petite commune de Simiane. En l'espace d'1 heure, le ruisseau qui traverse la ville a débordé de son lit, balayant tout sur son passage. Toutes les voitures du parking sont transformées en savonnette, l'eau est montée et elles sont toutes sorties. Elles sont allées contre la boulangerie, ça fait un barrage. Il y a une vague féroce qui est descendue. Les vitres ont volé en éclats, la porte aussi. Et l'eau est montée jusqu'à hauteur 1,20 m à l'intérieur. On a dû partir à 4e vitesse, suivi par la vague. Dans le village, on a pourtant conscience d'avoir échappé au pire. Mais l'abondance des précipitations ne peut expliquer seule la violence de cette vague qui a déferlé sur la localité. Il y a un problème qui est celui des nouveaux arrivants sur le village, qui, des 500 mètres carrés de terrain, il y a des clôtures sans barbacane, sans rien, ça sert de bassin de rétention. Les murs ont une certaine solidité, puis par la suite, les murs cassent. Lorsque les murs cassent, ça fait des vagues pour les gens qui se trouvent en aval. Il y a certains flots d'eau dus à ce phénomène. Puis par contre, il y a le phénomène des voies telles que les ruisseaux ou même chemins jamais nettoyés de la part des propriétaires. Résultat, ce canal souterrain d'évacuation s'est trouvé saturé et n'a pu jouer son rôle. Une leçon à retenir dans un département où 99 communes se trouvent situées en zone inondable selon un document édité par la préfecture des Bouches-du-Rhône, un document dont ces communes devront désormais tenir compte dans leur plan d'occupation des sols. Oui, donc ces quelques images d'archives de journaux télévisés nous rappellent à tous la réalité du phénomène d'inondation, de crue par débordement sur la commune de Simiane, et nous rappelle également la brutalité, la violence du phénomène, et ce pourquoi on vient réaliser ce plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de Simiane-Colombe, et plus largement, pourquoi on intervient. On est venu faire ces études sur le bassin versant du Grand Valat et de la Petite Jouy. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous expliquer la manière dont on a traduit cette connaissance de l'aléa inondation
à travers le plan de prévention des risques d'inondation. Donc l'aléa inondation, c'est le phénomène naturel, hein, c'est le périmètre qui est inondé pour la crue de référence, hein, je le rappelle, l'événement de septembre 93, en termes de périmètre, mais également en termes de vitesse d'écoulement des eaux, en termes de hauteur maximale de l'eau atteinte, et également en termes de ce qu'on appelle la dynamique de montée de l'eau, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle l'eau va monter et inonder les différents terrains inondables. Donc tous ces éléments en fait, sont caractérisés sur la base de cette étude hydraulique. On dispose en chaque point du territoire de la hauteur d'eau et de la vitesse d'écoulement de l'eau. Et ce que l'on sait également, c'est que la vitesse de montée de l'eau est en tout point des zones inondables particulièrement rapide. On est sur des phénomènes qui sont de l'ordre de l'heure sur la commune de Simiane-Colombes. Et donc c'est un point qui est à prendre en compte. Et à travers ces paramètres, on va appliquer les prescriptions qui sont imposées par la réglementation à travers le décret du 5 juillet 2019 qui vient préciser la manière dont on va venir caractériser l'aléa inondation pour réaliser les plans de prévention des risques d'inondation par débordement de cours d'eau. Donc c'est le tableau que vous avez sur la partie gauche de la diapositive qui s'affiche à l'écran. Vous voyez sur la ligne du bas, de gauche à droite, une gradation de plus en plus importante de la vitesse d'écoulement de l'eau, avec tout à gauche une colonne qui correspond aux vitesses d'écoulement des eaux qui sont inférieures à 50 cm par seconde, et au-delà les vitesses d'écoulement qui sont plus importantes. Et sur la partie gauche de ce tableau, vous voyez du bas vers le haut les hauteurs d'eau les plus croissantes, avec des classes de hauteur qui varient de 0 à 50 cm, 50 cm à 1 mètre, 1 mètre à 2 mètres et plus de 2 mètres. Donc en croisant ces deux paramètres, on va pouvoir déterminer les différentes zones d'aléa inondation pour la crue de référence, avec entre 0 et 20 cm des hauteurs d'eau qui sont faibles, extrêmement faibles. Et pour cette caractéristique de la zone inondable, on va déterminer un aléa qui va être caractérisé, appelé aléa modéré, hauteur extrêmement faible. Donc c'est ce que vous voyez en jaune clair, et également en regard sur la carte la carte d'aléa qui se situe à droite sur la diapositive. Lorsque les hauteurs d'eau vont être modérées, c'est-à-dire inférieures à 1 mètre, et également les vitesses d'eau inférieures à 50 cm par seconde vont également demeurer modérées, on aura également un aléa modéré, donc qui va être figuré en orange sur la carte d'aléa du PPRI. Lorsque l'on ne sera pas dans ces caractéristiques-là, on sera dans un aléa fort ou très fort. Fort lorsque l'on a des hauteurs inférieures à 1 mètre et des vitesses qui sont supérieures à 50 cm par seconde, ou lorsque l'on a des vitesses qui sont inférieures à 50 cm par seconde et des hauteurs d'eau qui sont inférieures à 2 mètres. Et lorsqu'on en est au-delà de ces caractéristiques, c'est-à-dire soit des hauteurs qui sont extrêmement importantes, supérieures à 2 mètres, soit la combinaison de hauteurs élevées supérieures à 1 mètre et d'écoulements qui sont particulièrement rapides, supérieurs à 50 cm par seconde, on qualifiera alors l'aléa de très fort avec une zone rouge foncé. Donc sur cette carte que vous voyez à droite, vous aurez dans les couleurs jaune, orange, rouge et rouge foncé le périmètre qui est inondé pour la crue de référence pour la pluie de septembre 93. On va retrouver également une zone violette. Cette zone violette, c'est les zones qui sont inondées pour des crues qui sont supérieures à la crue de référence, mais qui ne sont pas inondées pour la crue de référence et que l'on qualifiera d'aléa résiduel. Alors, je vous invite ainsi, cette présentation qui est un peu technique et pas suffisamment claire pour vous, à pas hésiter à formuler vos questions sur le chat ou via le numéro de téléphone, le 06 17 13 13 00. Et je vais vous proposer également, pour avoir une approche un petit peu plus concrète, un petit peu plus didactique et pédagogique de cette zone inondable, de visionner une infographie avec des images 3D de survol du territoire de la commune qui vont vous présenter la zone inondable à travers ce survol 3D par image de synthèse. Donc c'est des images, voilà. Cette vidéo présente la zone inondable par débordement sur la commune de Simiane-Colombes. Vous retrouverez en bleu les zones inondées par la crue de référence et en violet celles qui le sont au-delà pour la crue exceptionnelle. Le dégradé de bleu vous indique du bleu clair au bleu foncé les hauteurs d'eau les plus faibles,
vers les hauteurs d'eau les plus importantes. Sur la gauche, vous avez pu apercevoir la zone inondable qui impacte le centre-ville et nous survolons actuellement le collège et le complexe sportif de la commune. Nous survolons maintenant la zone résidentielle des Migraniers et vous pouvez apercevoir la zone d'accumulation des eaux en amont de la route départementale 6. Tout au nord de la commune, le lotissement des Sudella et de la Chave. Et vous voyez au loin la zone inondable sur la commune de Bouc-Bel-Air. Alors, bien évidemment, on vous propose de regarder là en direct ce petit film. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité sur la chaîne YouTube de la DDTM, dont les références vous sont données sur le site internet des services de l'État dans le département, de pouvoir revisionner cette vidéo, également revisionner cette présentation et avoir accès à l'ensemble des documents de ce projet de plan de prévention des risques d'inondation, notamment le rapport de présentation qui vous présente tous les détails sur les études hydrauliques, la manière dont on a acquis cette connaissance du risque inondation. Alors, après cette présentation de la première étape de la constitution du PPRI, qui est la connaissance de l'aléa inondation, je vais vous proposer de passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est la connaissance de l'état d'occupation des sols à l'heure actuelle sur le territoire de la commune de Simiane-Collongue, dans le périmètre de cette zone inondable. Et donc on est venu faire une photographie de l'occupation des sols aujourd'hui à travers une vision selon trois types de secteurs. On va regarder un premier secteur qui est ce qu'on appelle les zones peu ou pas urbanisées, ZPPU, que vous allez retrouver sur le tableau là, qui figure sur cette diapositive. Ces zones peu ou pas urbanisées, comme leur nom l'indique, c'est les zones qui sont aujourd'hui peu ou pas construites, peu densément construites ou construites de manière diffuse. Donc on va retrouver principalement les zones agricoles, les zones naturelles ou les zones d'habitation assez diffuses. A l'inverse, l'autre type de zone que l'on va retrouver d'occupation du sol, c'est ce qu'on va appeler les zones de centre urbain. Les zones de centre urbain, c'est les secteurs du territoire qui vont présenter simultanément 4 caractéristiques. Ces 4 caractéristiques, c'est une forte continuité et une forte densité des constructions. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, les deux premières caractéristiques. La troisième caractéristique, c'est le fait qu'on va retrouver sur ce même ensemble urbain ce qu'on appelle une mixité des fonctions et des usages, c'est-à-dire qu'on aura simultanément de l'habitat, du commerce, des services publics, des services, de l'activité. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le critère d'historicité, c'est-à-dire le fait que ce secteur soit construit de longue date. Et lorsque l'on a ces 4 critères, on va pouvoir caractériser ce qu'on appelle ce centre urbain. Lorsque l'on n'est ni en centre urbain, ni en zone peu ou pas urbanisée, on sera dans une troisième type de secteur que l'on va appeler les autres zones urbanisées. Donc c'est là où on va retrouver les zones d'activité, les zones de lotissement ou les zones où il n'y a que des équipements publics. Donc ce travail-là, on l'a fait en analysant évidemment les bases de données qui caractérisent le territoire. La première à laquelle on pense évidemment, c'est le cadastre qui nous donne les bâtiments existants, également les photos aériennes les plus récentes, et on a complété ce travail à la DDTM par des visites de terrain et surtout par des riches échanges avec les collectivités locales et en particulier avec la municipalité pour avoir la connaissance la plus précise et la plus actuelle du territoire. Alors évidemment, ce travail-là, il peut avoir oublié telle ou telle partie un petit peu particulière du territoire ou telle évolution récente qui nous aurait échappé. Et c'est pour ça que la concertation publique à laquelle on vous invite à participer de la manière la plus active est essentielle, parce que ça va vous permettre de nous alerter sur votre perception, à vous, acteurs du territoire, de cette carte des enjeux et de cas échéant de nous signaler ce qui vous apparaît être comme des erreurs matérielles en nous partageant les indications qui vous conduiraient à envisager que cette cartographie qu'on appelle des enjeux, selon ces 3 secteurs, zone peu urbanisée, autres zones urbanisées et zone de centre urbain, pourrait faire l'objet de telle ou telle adaptation à tel ou tel autre endroit. Donc une fois qu'on a cette caractérisation de ce qu'on appelle des enjeux,
la caractérisation de ce qu'on appelle l'aléa inondation, on va pouvoir, sur la base des prescriptions de la réglementation, du décret du 5 juillet 2019, procéder à l'élaboration de la carte de zonage réglementaire. Donc, cette carte de zonage réglementaire, c'est celle qui s'affiche en grand sur la diapositive que vous voyez, elle va venir superposer l'information de la carte d'aléa avec l'information de la carte des enjeux que vous avez en bas à gauche de votre diapositive. Donc ce croisement, il va se faire, on va peut-être revenir à la diapositive précédente pour qu'on puisse voir voilà, le tableau de croisement. Donc vous avez sur la ligne du haut ce que je vous ai présenté être comme les enjeux. Vous retrouvez la zone peu urbanisée ZPPU, la ZU, autre zone urbanisée, et le centre urbain sur cette ligne du haut. Et on retrouve sur la colonne de gauche les différentes caractéristiques de l'aléa inondation, l'aléa très fort, l'aléa fort, l'aléa modéré et l'aléa résiduel. Donc on va avoir un premier principe qui est de préserver les zones d'expansion des crues et de ne pas implanter de nouveaux enjeux dans les zones qui sont aujourd'hui peu ou pas occupées, c'est-à-dire les zones peu ou pas urbanisées, et cela quel que soit le niveau d'aléa inondation qui est observé pour la crue de référence. A contrario, quand on n'est pas inondé pour la crue de référence, mais qu'on peut l'être pour des crues qui sont supérieures, c'est-à-dire que l'on se situe en aléa résiduel, on aura une zone violette qui va être globalement constructible avec des principes de prévention, et cela quelle que soit la caractéristique d'occupation des sols. Le second principe que l'on va porter, et ça c'est vrai en notre zone urbanisée et en centre urbain, c'est que lorsque l'aléa est modéré, on aura un principe de constructibilité sous prescription pour permettre le renouvellement urbain, la densification, avec des prescriptions qui garantissent la sécurité des biens et des personnes. A contrario, quand les niveaux d'aléa sont forts, et évidemment très forts, on aura un principe d'inconstructibilité et on va retrouver des zones oranges, qui sont en fait des zones rouges, mais qu'on distingue ici par la couleur pour les distinguer des zones inconstructibles pour la zone peu ou pas urbanisée. Donc des zones oranges inconstructibles que l'on va distinguer selon que l'on soit en notre zone urbanisée ou que l'on soit en centre urbain où la densité et la continuité des constructions est bien plus importante. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de revisionner ce zonage réglementaire avec ce petit tableau qui légende, donc on va passer à la diapositive suivante, avec ce petit tableau qui légende le croisement que l'on fait entre la carte d'aléa et la carte des enjeux pour obtenir ce zonage réglementaire. Vous pourrez observer notamment, si vous téléchargez ce zonage réglementaire sur le site internet des services de l'État, où vous allez pouvoir l'obtenir en haute résolution, en haute définition, avec le cadastre qu'on a fait figurer sur ce zonage, de manière à ce que, pour ceux qui sont intéressés à voir ce qui concerne leur parcelle foncier en maison, vous puissiez vous y repérer de la manière la plus précise. Vous pourrez repérer donc cette zone de centre urbain, qui est en bleu foncé lorsque l'aléa est modéré et orange lorsque l'aléa est fort et très fort. Vous allez retrouver dans les zones qui sont aujourd'hui assez densément construites mais qui ne présentent pas les caractéristiques d'un centre urbain, une zone bleu clair lorsque l'aléa est modéré et une zone orange azédue lorsque l'aléa est très fort. Et vous allez retrouver la zone rouge correspondant à la zone inondée pour la crue de référence lorsque l'on est en zone peu ou pas urbanisée. Une précision également, vous allez retrouver une partie qui fait l'objet d'un encadré vert qui correspond à ce qu'on appelle un espace de réduction de la vulnérabilité des établissements sensibles, puisque vous savez que l'école de Signane se situe dans la zone inondable et la municipalité souhaite avoir la possibilité de réduire la vulnérabilité de cet équipement qui est sensible, et que donc une disposition générale se superposant au zonage a été précisée, là encore en application des dispositions qui sont ouvertes par le décret du 5 juillet 2019 qui favorise les projets de réduction de la vulnérabilité pour les projets d'ensemble lorsque l'on se situe dans les autres zones urbanisées. Et donc cet espace va permettre, sous un certain nombre de prescriptions, de favoriser ce projet de réduction de la vulnérabilité de l'école.
Donc sans plus tarder, je vais repasser la parole à Julien Langumier pour qu'il vous explicite de manière assez détaillée et synthétique à la fois les principes réglementaires qui vont être portés par le règlement sur ces différentes zones du zonage réglementaire du projet de PPRI de Simiane-Colombes. Merci beaucoup et ça sera notre dernier point. Donc on va terminer par le règlement. Je l'ai dit en introduction, règlement qui porte à la fois sur les autorisations d'urbanisme, donc sur les projets de création de nouveaux bâtiments, sur les projets d'extension, sur les changements de destination, sur les opérations de démolition-reconstruction, pour n'en citer que quelques-unes. Et puis, le projet porte aussi sur les biens existants, et on y reviendra également. Je commence par les autorisations d'urbanisme, et je vais m'appuyer sur le tableau que vous voyez en bas de la diapositive, qui reprend finalement le code couleur du zonage qui vous a été présenté, et sur lequel je vais préciser les règles qui s'appliquent. On l'a dit, je commence par les zones peu ou pas urbanisées qui, dès qu'elles sont en zone inondable, vous l'avez vu, sont concernées par une zone rouge qui relève d'un principe d'inconstructibilité. J'apporte 2 précisions sur ce qu'il faut entendre par principe d'inconstructibilité. Vous ne pourrez pas construire une nouvelle maison d'habitation sur une parcelle qui est classée en rouge. Par contre, vous pourrez réaliser des extensions limitées s'il y a déjà un bâtiment existant et vous pourrez également réaliser un bâtiment lié et nécessaire à l'activité agricole ou forestière. Il s'agit en effet d'une destination attendue pour la politique de prévention, que l'agriculture soit renforcée, soit confortée dans les zones inondables par rapport à d'autres destinations visant à l'artificialisation des sols ou à l'urbanisation. Donc voilà pour la première ligne dans les zones peu ou pas urbanisées. Ensuite, je déplace mon propos sur les zones orange, qui relèvent globalement d'un principe d'inconstructibilité. Je le rappelle, on est en aléa fort et très fort dans les zones déjà urbanisées. Simplement, la distinction qu'on apporte avec une zone rouge, comme évoqué précédemment, c'est qu'on va autoriser le renouvellement urbain. C'est-à-dire, on va autoriser des opérations de démolition-reconstruction qui apportent une réduction de la vulnérabilité. Il s'agit par exemple de sortir des logements qui étaient inondables, situés sous les plus hautes eaux, de pouvoir reconstruire ces bâtiments avec des logements qui sont au-dessus des plus hautes eaux et qui donc resteront hors d'eau, même si la parcelle, elle, évidemment, reste inondable. Et puis, dernier point, dans les zones d'aléas modérés, en zone urbanisée, que ce soit le centre urbain ou les autres zones urbanisées, on est sur un principe de zonage bleu, donc constructible avec prescription. Et la prescription la plus importante que je souhaite, sur laquelle je veux insister, c'est celle de caler les premiers planchers au-dessus des plus hautes eaux pour que les espaces qui seront construits et aménagés demain soient des espaces de sécurité face à la crue. Cependant, on a apporté là aussi une distinction entre le centre urbain, où on sait que les contraintes sur les projets sont importantes parce que le tissu bâti est déjà très dense. Et dans les centres urbains, il est possible d'aménager des planchers sous les plus hautes eaux dès lors qu'on a accès à un niveau refuge pour se mettre en sécurité. L'exemple le plus frappant, évidemment, c'est par exemple le commerce d'une rue piétonne ou d'une rue centrale du centre urbain ne peut pas forcément être calé très en hauteur, auquel cas il apporterait des difficultés d'accessibilité par exemple. Donc voilà pourquoi le règlement est plus pragmatique en centre urbain que dans les autres zones urbanisées où en général il est plus facile d'apporter ces calages des premiers planchers. Autre élément aussi, dans le centre urbain on le sait, c'est un tissu urbain dense, il n'y a pas de limitation de l'emprise au sol dans la zone inondable, alors que dans les zones bleu clair, les autres zones urbanisées, on a un tissu qui est beaucoup moins dense, où on a plus de place et on souhaite laisser de l'espace au passage de l'eau. Et c'est pour ça qu'on impose que pour les projets autorisés, ces derniers ne pourront occuper que 30% de la zone inondable de la parcelle de projet. Donc une limitation sur l'emprise au sol dans la zone inondable pour ne pas aggraver et ne pas changer les écoulements actuels qui ont été cartographiés. Notamment, cela contribue au fait de ne pas renvoyer l'eau vers des tiers, vers des voisins, dans le cadre d'un projet de construction nouvelle. Voilà pour vous résumer
assez rapidement ce corpus réglementaire. Le règlement fait une 60aine de pages. J'en ai tiré là les enseignements essentiels. J'insiste aussi, je rappelle que dans la zone violette d'aléas résiduels, les prescriptions sont assez simples. On est sur des principes de constructibilité avec une rehausse des premiers planchers 20 cm au-dessus du terrain naturel. Il s'agit notamment de se mettre en sécurité avec des prescriptions qui sont relativement simples et peu coûteuses. Autre élément important, les mesures sur l'existant, c'est la deuxième composante du règlement. Le règlement va en effet prescrire la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité sur les biens existants, en dehors d'un projet, c'est-à-dire même si vous ne portez pas une déclaration préalable ou un permis de construire, le PPR va vous demander de réaliser des travaux d'adaptation de votre bâti pour réduire la vulnérabilité. Ces mesures seront à réaliser dans un délai de 5 ans. Par contre, elles ne seront pas obligatoires dès lors que leur coût sera supérieur à 10% de la valeur vénale du bien. Vous voyez là, le législateur a souhaité mettre une forme de limite à ce que le PPRI peut réclamer en termes de mesures d'adaptation au bien. Quelles sont ces mesures? Principalement, la mesure la plus importante consiste à se doter d'un espace refuge. Et là, on voit que ça peut être des travaux importants. C'est pour ça que je rappelle cette obligation n'est valable que si elle est inférieure à 10% de la valeur vénale du bien. Un espace refuge pour une maison de plein pied qui serait complètement sous les plus hautes eaux. Cela revient à aménager une pièce à l'étage qui permet de vous mettre en sécurité. Autre exemple de mesure à réaliser sur les biens existants, des systèmes d'obturation des ouvrants, sur les portes d'entrée notamment, des systèmes de bâtards d'eau qui sont des planches que l'on vient insérer dans des rainures pour retarder l'entrée de l'eau dans le bâtiment et protéger, si vous avez des crues très rapides, les dommages matériels, notamment à l'intérieur des bâtiments. Dernier point qui est important, ces mesures qui sont rendues obligatoires par le PPR sont également finançables et subventionnables pour les propriétaires des maisons d'habitation notamment. Jusqu'à présent, ces subventions étaient à hauteur de 40%. Depuis l'année dernière, le dernier projet de loi de finances a fait passer ces mesures. En tout cas, le taux de subvention est passé de 40% à 80%. Donc vous voyez là une orientation assez claire du ministère pour pousser à la réduction de la vulnérabilité sur les territoires et demain réduire les dommages bien sûr matériels, mais aussi les indemnisations sur le plan financier et économique qui doivent être versées au titre de la garantie catastrophe naturelle. Voilà, nous arrivons au terme par rapport à l'exposé qu'on souhaitait partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être pas encore. N'hésitez pas à nous adresser des questions, donc soit par le chat qui est présent sur l'interface Vimeo, soit par SMS sur le numéro de téléphone 06 17 13 13 00. Et nous pouvons bien sûr répondre déjà immédiatement en direct à des premières questions qu'elles portent d'ailleurs sur la compréhension globale de ce qu'on vient d'expliquer, de la méthodologie d'élaboration du plan de prévention des risques, ou qu'elle porte aussi sur la géographie du territoire de la commune de Simiane par rapport à ce que vous connaissez peut-être des écoulements, des différents valas, des différents affluents, et que vous avez peut-être retrouvé sur les cartographies et les supports qu'on a projetés. Je vais peut-être me tourner vers... Pardon, oui, je me posais une question, Julien, de mon côté. Je me demandais, mais juste avec du bon sens et du pragmatisme, la personne vous avez parlé des habitations, hein, qui étaient largement subventionnées ou financées en tout cas. Qu'est-ce qu'il en est si je suis commerçant en centre-ville et que j'ai besoin de faire des travaux si je suis un professionnel? Comment est-ce que ça se passe? Alors, vous pouvez aussi accéder à un régime d'aide. Ce que je tiens à dire déjà, c'est que le plan de prévention des risques va prescrire également des mesures de réduction de la vulnérabilité. Cependant, pour les activités, les bâtiments d'activité, il va demander au préalable qu'un diagnostic soit réalisé. Parce que, à la différence d'une habitation, vous imaginez bien qu'on a des typologies d'activités qui sont très différentes et qui vont générer des types de dommages qui sont assez hétérogènes.
Donc on souhaite que les mesures mises en œuvre correspondent au mieux aux bâtiments d'activité qui sont concernés. Donc première réponse, première étape, réaliser un diagnostic de vulnérabilité, qui n'est pas d'ailleurs forcément une démarche très complexe, qui consiste à se projeter dans le passage d'une crue par rapport au fonctionnement de votre activité, y compris dans la perspective d'une reprise de l'activité, c'est-à-dire d'un retour à la normale. Et là, notamment, il y a toutes les questions d'énergie qui se posent. Est-ce que mon circuit électrique tient le coup? Est-ce que je suis capable de relancer les machines sur lesquelles j'appuie mon activité? Donc, diagnostic de vulnérabilité et ensuite, mise en œuvre des mesures qui apparaîtront dans ce diagnostic avec des aides seulement pour les petites entreprises. Le législateur a souhaité limiter le champ des subventions et on voit que ces subventions sont orientées principalement quand même vers les habitations. Le taux de subvention est également plus faible à 20%. Donc voilà aujourd'hui le dispositif pour être parfaitement complet. Et l'intérêt, en tous les cas, le fait de rendre obligatoire ces mesures de réduction de la vulnérabilité, c'est bien le passage obligé pour rendre ces mesures éligibles aux subventions. Donc voilà pourquoi nous avons fait le choix, dans ce document, d'imposer ces mesures de réduction de la vulnérabilité. Dans le règlement, à la fin du règlement du PPR, sera joint un dossier de demande d'aide, de demande de subvention, pour que tout à chacun puisse s'adresser à la DDTM, préparer son dossier et nous adresser une demande qu'on traitera dans les meilleurs délais. Un message aussi, ne commencez pas les travaux avant de nous avoir adressé une demande d'aide. Nous ne pourrions pas financer des travaux déjà réalisés ou déjà engagés. Donc ça, c'est une règle assez générale dans le régime des subventions d'État, des subventions publiques. J'ai une première question. Vous souhaitez qu'on la pose maintenant ou on attend un petit peu la suite? Qu'en pensez-vous? On peut prendre une question si vous avez... Oui, alors, j'ai une question qui vient d'arriver, qui n'est pas sur le chat, qui vient d'arriver par SMS. J'ai un monsieur qui nous demande, pour le maintien de l'agriculture dans ces zones classées à risque et inconstructibles, existe-t-il des aides financières pour un projet agricole dans ces zones? Merci. Alors, aujourd'hui, on voit bien que les différentes aides que j'ai évoquées portent déjà sur les bâtiments existants. Donc, tout ce qui est projet de création d'une activité agricole va relever plutôt de ce que j'ai présenté précédemment sur les autorisations d'urbanisme, et là ne font pas l'objet d'aide. On l'a dit tout à l'heure, en zone rouge, en aléa modéré, les bâtiments liés et nécessaires à l'activité agricole sont autorisés. Il y a des prescriptions sur la rehausse des planchers, mais par contre, ces travaux, ou en tous les cas ces aménagements, ne sont pas subventionnables. Également aussi, je le dis, il n'y a pas de dispositif d'aide financière sur l'implantation ou la mise en œuvre d'une nouvelle exploitation agricole en zone inondable. Même si, je le dis, c'est une destination qui est attendue en zone inondable. On souhaite bien évidemment que l'activité agricole, c'est quelque part le meilleur allié de la politique de prévention, que l'activité agricole soit forte sur les zones inondables du département. Cependant, il n'y a pas de régime d'aide à ce titre apporté par le plan de prévention des risques inondations. Je renvoie plutôt sur la politique agricole et son régime d'aide, mais il n'y aura rien de spécifique au titre du risque inondation. Très bien. Est-ce qu'on poursuit peut-être sur les modalités de concertation? Tout à fait. C'était le dernier point. On terminait sur le règlement, vraiment sur le cœur du plan de prévention des risques inondations, et je voulais conclure pour vous rappeler finalement le dispositif de concertation qu'on met en place au-delà de la réunion publique de ce soir. Nous allons également installer en mairie à Simiane des panneaux d'exposition qui permettront, en cas de panneau, à la fois de vous montrer à grande échelle le plan de zonage pour que vous puissiez voir l'impact que ça a en commune. Nous allons également apporter le dossier du plan de prévention des risques en commune qui sera consultable, et nous ouvrons surtout une boîte mail dédiée pour que vous puissiez nous adresser vos questions et vos observations. Elle apparaît sur cette diapositive. ddtm-concertation-ppri-arc bouche-du-rhône.gouv.fr. Donc vous reconnaissez avec des tirets, voilà, ddtm-concertation-ppri-arc@bouche-du-rhône.gouv.fr.
On est sur le bassin versant de l'Arc, on ne l'a peut-être pas rappelé en introduction, même si on est à Simiane sur un des affluents. Et pour votre bonne information aussi, on conduit ces démarches de prévention des risques d'inondation de manière plus générale sur le bassin versant de l'Arc en ce moment. Nous avons approuvé l'année dernière un PPRI à Aix-en-Provence, un PPRI à Bouc-Bel-Air, et nous sommes en ce moment en cours d'élaboration de plans de prévention des risques à Simiane, bien sûr, à Cabriès, commune voisine, un peu plus à l'aval, à Berlétan, à Vintimbrun. Donc voilà, pour montrer que nous couvrons les communes, les principales communes exposées et impactées par le risque d'inondation sur le bassin versant de l'Arc, dans un souci aussi d'équité du traitement des communes. Donc ce dispositif de concertation, vraiment n'hésitez pas à vous l'approprier, à vous en saisir, peut-être à prendre un peu de temps pour regarder soit sur Internet, parce que je le rappelle, hein, le dossier est aussi intégralement accessible sur Internet. Vous pouvez télécharger des PDF pour avoir accès au zonage, au règlement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces outils, n'hésitez pas à aller en commune pour consulter le dossier papier qui est aussi à votre disposition. Et ensuite, nous adresser des mails ou aussi noter vos observations sur le registre papier qui est présent et à votre disposition en commune. Voilà. Nous avons essayé de constituer un dossier, un dispositif en tous les cas le plus complet pour rendre accessible cette information et nous prenons l'engagement de répondre à chacune des questions, des observations qui nous seront adressées pendant cette période de 2 mois pour que vous puissiez bien sûr avoir une réponse du maître d'ouvrage de ce plan de prévention. Et la teneur de nos échanges sera aussi communiquée au commissaire enquêteur qui prendra quelque part la suite de ce temps d'échange avec vous. Commissaire enquêteur qui, je le rappelle, lui, n'est pas le maître d'ouvrage du plan, donc qui a une posture d'indépendance, d'autonomie par rapport au service de l'État qui élabore ce plan de prévention des risques inondation. Oui, peut-être rajouter juste un petit point. Vous avez cité tous les outils qui permettront ultérieurement de consulter les renseignements sur les PPRI. Je rajoute juste que la vidéo d'aujourd'hui qui est en direct sera également disponible, je crois, sur la chaîne YouTube de la DDTM et sera également disponible pendant la durée de la concertation sur cette page Vimeo sur laquelle vous suivez la réunion aujourd'hui. Voilà. Donc vous aurez la possibilité de revoir le détail de cette réunion qui est très précise sur chacun des aspects. Pardon de vous avoir coupé la parole. Non, je vous en prie, vous faites bien de rappeler ce point-là. Nous savons qu'en vous proposant un créneau horaire fixe, un certain nombre d'entre vous ne sont pas disponibles. Donc l'avantage de ce format de la réunion publique dématérialisée, c'est qu'on peut accéder ensuite en replay aux présentations et à ce qu'on a pu exposer aujourd'hui. Dernier point, peut-être au-delà de la concertation publique, je reviens sur le déroulé de la procédure du plan de prévention des risques jusqu'à son approbation. Une fois la concertation publique close, nous aurons une phase de consultation des personnes et organismes associés qui se déroulera à la fin de l'été globalement et qui attend notamment une délibération du conseil municipal, une délibération du conseil métropolitain portant avis sur le plan de prévention des risques inondation. Donc évidemment, ces 2 avis seront précieux pour ensuite la tenue de l'enquête publique. Nous interrogerons bien sûr la commune et la métropole, mais aussi un certain nombre d'acteurs institutionnels, que ce soit le département, la région, les chambres consulaires comme la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, pour que chacun puisse apprécier et nous donner son avis sur ce plan. L'enquête publique, j'en ai déjà parlé parce que ce qu'on fait ce soir, ça revient aussi à préparer un petit peu l'enquête publique. C'est une enquête publique telle que définie par le Code de l'environnement, donc une procédure assez classique. Un commissaire enquêteur indépendant, je tiens à le rappeler, vient aux communes pendant une durée d'1 mois et tient des permanences pour vous rencontrer, vous exposer, si vous en avez besoin, les conséquences du plan de prévention des risques sur ce qui vous concerne, sur votre parcelle par exemple, mais aussi recenser, collecter vos observations, vos remarques, vos questions. Et le commissaire enquêteur, à l'issue de cette enquête, dresse et synthétise un avis sur lequel il est souverain et qu'il remet au maître d'ouvrage. C'est finalement sur la base de l'ensemble de ces avis, ceux que vous allez exprimer pendant la concertation publique à partir d'aujourd'hui,
ceux des acteurs institutionnels, en écho à la consultation des personnes et organismes associés, et puis l'avis du commissaire enquêteur. C'est avec l'ensemble de ces avis que nous proposerons à Monsieur le Préfet d'approuver le plan de prévention des risques d'inondation en apportant, si c'était nécessaire, un certain nombre d'évolutions. Donc voilà pour être parfaitement complet sur la procédure. Globalement, on se projette sur un calendrier, on peut envisager une approbation du PPRI sur la fin du premier trimestre 2022, voire le deuxième trimestre en fonction des contraintes de calendrier. On sait qu'on a des périodes de réserve électorale devant nous également. On sait aussi que la crise sanitaire a beaucoup bousculé nos calendriers. Nous ne souhaitons pas attendre plus longtemps ce soir pour vous présenter et vous mettre à disposition ce plan. Et c'est pourquoi nous procédons de manière dématérialisée, parce que les réunions publiques en présentiel ne sont pas possibles. Mais voilà le calendrier sur lequel on peut s'engager, en tout cas vous indiquer pour vous donner aussi des points de repère pour que vous soyez vigilants. Et je pense que les deux moments importants pour vous exprimer, c'est maintenant, pendant 2 mois, au titre de la concertation publique, et puis à la fin de l'année, pendant l'enquête publique. Merci Julien. Alors, en vous écoutant, j'ai vu que vous abordiez assez largement tout ce qui se passait sur l'existant. Si je suis un habitant de Simiane, que j'ai un projet de permis de construire qui est en cours, et voilà, je vais bientôt faire ma maison, est-ce que ça a des conséquences concrètes sur moi, ce PPR qui va arriver ? Alors, merci de votre question. Vous avez raison. Alors, bien sûr, ça va avoir des implications concrètes, des conséquences assez évidentes. Tout d'abord, je le rappelle, votre interlocuteur pour votre autorisation d'urbanisme reste la commune. Il n'y a pas de changement de l'autorité compétente pour instruire votre autorisation d'urbanisme. Donc, vous restez quelque part au même guichet urbanisme en commune. Par contre, le service instructeur va appliquer le plan local d'urbanisme et par ailleurs va regarder le zonage et le règlement du plan de prévention des risques d'inondation dès lors qu'il aura été approuvé. Donc c'est bien ça qui va changer. Aujourd'hui, sur la commune de Simiane, le PLU prend déjà en compte le risque d'inondation. Il le fait de manière satisfaisante, il le fait peut-être de manière moins précise que ce que fait le plan de prévention des risques d'inondation. Donc globalement, il n'y a pas l'affichage d'une nouvelle connaissance complètement ex nihilo. Par contre, il y a plus de finesse dans les prescriptions qui sont imposées sur les projets, dans le détail des projets qui sont interdits ou autorisés selon les différents zonages. Et c'est bien ça qui va changer. Quelque part, quand vous construisez votre projet demain, il faudra regarder à la fois la parcelle de projet, dans quel zonage du PLU elle se situe, quelles sont les règles associées au PLU, et faire le même exercice sur la base du zonage du plan de prévention des risques en consultant le règlement du PPRI. On a quand même veillé à ce que dans le règlement, je disais c'est un document de 60 pages, on ait des entrées assez concrètes. Les créations des nouveaux bâtiments font l'objet des premières règles, puis les extensions, les changements de destination, les opérations de démolition, reconstruction. On a aussi des dispositions spécifiques pour le stationnement. Donc on a quand même des entrées par chapitre qui vous permettent assez vite quand même, sans avoir à parcourir un document un peu épais, vous situer. Mais commencez par rentrer par le zonage et puis regardez le type de projet et vous avez assez vite la disposition qu'il faut appliquer en plus du document de planification. Je rappelle que le PPR est une servitude d'utilité publique qui est annexée au PLU et qui s'impose à la règle d'urbanisme du PLU si jamais les deux règles n'étaient pas exactement les mêmes. Donc la règle du PPRI l'emporte. Si elle est plus contraignante, elle s'imposera à la disposition du PLU. Et demain du PLUI, puisque je le rappelle, un PLU intercommunal est en cours d'élaboration sur le Conseil du territoire du pays d'Aix-en-Provence. Merci. Est-ce que Clément, peut-être, voulait rajouter un mot ? Oui, je peux rajouter une précision aussi qui intéressera, je pense, l'ensemble des administrés de la commune de Simiane-Collongue. C'est le fait que la prescription du PPRI, donc dès maintenant, puisque cette élaboration du PPRI de Simiane-Collongue a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de prescription, elle emporte le fait qu'il y a suspension du régime des franchises
au titre de l'indemnisation catastrophe naturelle. Vous savez que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'elles ont une importance suffisante, il y a un arrêté interministériel qui va être pris, qui va déclencher l'application du régime assurantiel des catastrophes naturelles. Ce déclenchement du régime assurantiel des catastrophes naturelles, il est subordonné, lorsque les catastrophes sont récurrentes, à un régime de franchise qui va être multiplié par 2, par 3, par 4, à mesure qu'il y a des catastrophes naturelles récurrentes. La prescription de ce PPRI, dès maintenant, suspend l'application de ces franchises. Donc c'est la garantie aussi pour chacun des habitants de Simiane-Collongue, pour les activités, d'avoir la suspension de ce régime de franchise. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait important pour la meilleure indemnisation en cas de sinistre sur le territoire de la commune. Donc c'est vrai que le PPRI, c'est des contraintes supplémentaires pour les biens existants, et ça c'est une grosse nouveauté par rapport au plan local d'urbanisme. C'est des prescriptions pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsqu'il y a des nouvelles constructions. Ça c'est dans la continuité de ce qu'il y avait dans le plan local d'urbanisme, mais c'est également une garantie de meilleure indemnisation en cas de sinistre, et également la possibilité d'avoir accès à des subventions pour réaliser ces travaux de réduction de la vulnérabilité. Merci Clément. Peut-être un mot, Julien, sur... je vois qu'il nous reste un slide sur le règlement des travaux sur la partie existante, si vous le voulez bien. Oui, alors c'est vrai que je vais afficher le PowerPoint. C'est un point qu'on a déjà abordé, j'en ai déjà parlé. Cependant, je vais juste illustrer peut-être un peu plus avec ces quelques images. C'est aussi pour vous donner le temps de poser les dernières questions. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions dans les 3-4 minutes qui viennent, nous allons couper l'antenne, et je ne voudrais pas que l'un d'entre vous soit en train d'écrire et qu'il n'ait pas obtenu une réponse. Donc le temps que vous adressiez vos dernières questions, j'illustre mon propos par ces quelques images. Vous voyez en bas à droite la mesure la plus importante concernant le risque inondation, qui est l'aménagement d'un espace refuge pour une maison, la partie blanche du bâti, qui serait aujourd'hui de plein pied, en dessous des plus hautes eaux, sans possibilité de se mettre à l'abri. Donc on vise l'aménagement d'une pièce supplémentaire à l'étage. Pour réaliser d'ailleurs cet espace refuge, on a le droit de faire une extension de l'emprise au sol de taille limitée, et la surface de l'espace refuge fixée par le PPRI est de 6 mètres carrés pour une habitation. Ça sera la base de calcul de la subvention dans le cas d'une demande d'aide par le propriétaire. Autre image aussi pour illustrer, je parlais des batards d'eau et des systèmes d'obturation. Vous voyez en bas à gauche de la slide le principe des batards d'eau. Sur l'image du haut, vous voyez l'eau qui rentre à travers la porte, car évidemment les ouvrants ne vont pas tenir à la pression de l'eau. Et vous pouvez mettre en place un système sur la maçonnerie avant la porte de réglettes et de planches d'aluminium en général avec des joints étanches qui permettent de tenir non pas très longtemps mais un certain temps face à l'entrée de l'eau dans la maison. Si vous avez une crue rapide, les images qu'on a vues tout à l'heure à partir des archives audiovisuelles correspondent à des crues très violentes mais qui ne durent pas longtemps. On voit les interviews des habitants qui après sont sous un ciel bleu radieux, ce qui montre que l'événement météo ne dure pas longtemps, et c'est tout l'intérêt en région méditerranéenne, sur des crues un peu éclairs, d'avoir ces dispositifs de batards d'eau, qui bien sûr sont efficaces jusqu'à un certain point, à condition aussi d'avoir été mis en place en anticipation de l'événement, c'est-à-dire de bien rester en lien avec les alertes météo, avec des sites comme Vigicru qui vous informent de risques de crues, de risques d'inondation sur le département, sur certains bassins versants, qui vous permettent de prendre des précautions en anticipation. Donc voilà ce que je voulais peut-être rappeler. Je me tourne vers M. Chomdon, notre animateur, pour voir s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent sur les deux médias qu'on vous a indiqués, mais je ne pense pas. Alors, c'était pas réellement une question, c'est une personne qui n'a probablement pas assisté au début de la réunion, qui nous demandait l'adresse pour pouvoir envoyer des demandes de renseignements. Donc je vais la rappeler puisque j'ai sous les yeux, puis je vais même simultanément l'afficher à l'écran. Enfin, non, je ne vais pas l'afficher à l'écran parce que l'adresse, on ne l'avait pas mise dans le bandeau, mais pour écrire en tout cas à la DSDM, c'est
ddtm-concertation-ppe-rhône.gouv.fr. Voilà. Peut-être revenir sur la slide. Et effectivement, on peut revenir sur la slide qui se trouvait juste avant, que je vais charger immédiatement. Hop. Là, voilà. Voilà, vous avez l'adresse qui s'affiche. Voilà. Cette adresse soit et que vous puissiez à nous interpeller sur cette adresse, vous adressez vos questions, on répondra à tous les messages qu'on aura reçus. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être il me reste à vous remercier de votre attention, également d'avoir fait le jeu de rentrer dans ce format particulier qui est celui d'une réunion publique dématérialisée par les biais d'Internet. Je tiens à remercier encore une fois la commune qui nous aidera à mettre en place cette concertation publique avec, peut-être je précise, la tenue d'une ou deux permanences que nous pouvons réaliser à Simiane pour les personnes qui ne seraient pas à l'aise avec ce format distanciel. Pour cela, écrivez-nous sur l'adresse qui vous a été présentée. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nous lors d'une permanence en commune à Simiane sur un format présentiel plus classique. Il me reste aussi à remercier évidemment l'équipe de la DDTM qui s'est mobilisée pour une telle réunion, pour la préparation des supports. Notre prestataire aussi qui nous accueille dans son studio, Agora Communication. Et il me reste à vous souhaiter une bonne soirée en espérant vous retrouver dans des échanges prochainement pour apporter toutes les réponses que vous pouvez vous poser sur le plan de prévention des risques d'inondation de Simiane-Collongue. Pardon de prendre la parole juste derrière vous, Julien. Je voulais juste préciser aux personnes qui nous ont suivis aujourd'hui que cette vidéo a été vue plus de 30 fois, ce qui témoigne déjà de l'intérêt et de l'engagement des personnes présentes. Et à mon tour, voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Merci.